Et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce premier samedi de l'année en ce qui concerne On parle auto. Enfin, il y avait le 1er janvier, bien sûr, mais là, c'est vraiment le premier samedi. On est parti. Non, mais surtout, bonne année, l'ami Jean-Luc. Oui, bonne année à tout le monde. Bonjour, Dame Laurence. Et puis surtout, c'est la première du nouveau format. Oui, mais je voulais quand même qu'on souhaite la bonne année à tout le monde. Oui, on a souhaité la bonne année et on va avoir une demi-heure de plus. C'est-à-dire que vous allez nous suivre jusqu'à 13h30. Et ce sera tous les samedis, 1h30 au lieu d'1 heure. C'est vrai qu'on avait des chaussures un peu petites, donc on avait tendance à courir après la pendule. Désormais, on aura un peu plus de temps. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui comprenaient que je courais après la pendule et qui ont été fort charmants à mon égard. En tout cas, vous l'avez compris, ce sera une très très belle année en ce qui concerne On parle auto. 1h30 d'émission, midi 13h30 tous les samedis. Pour intervenir, deux possibilités. 0826 300 300 pour nous parler en direct. On vous prend en direct. Le standard est avec vous. Ou par mail sur jeparticipe@sudradio.fr. Alors tout attaché, je participe à sudradio.fr et puis la page Facebook de Sud Radio également, puisqu'on prendra dans la dernière demi-heure vos questions en direct, celles que vous avez laissées sur la page Facebook donc de Sud Radio. Et puis ceux qui n'arrivent pas à nous joindre malgré tout ça pourront toujours se connecter sur la page Facebook de Jean-Luc Moreau, la page Facebook Pro. Alors pour la trouver, c'est l'auto vue par Jean-Luc Moreau. Voilà. J'ai décidé de le donner à l'antenne comme ça, ça fait une roue de secours. Tu as raison. Et puis si vous n'arrivez vraiment pas à vous connecter, il va falloir peut-être acheter un ordinateur. Non, je rigole, je vous taquine. Allez, au sommaire aujourd'hui de cette nouvelle émission, Jean-Luc, on va essayer un ovni. Je dirais plutôt on va essayer un monstre. Mais attention, un monstre comme Casimir. Un monstre gentil, le BMW iX. Voilà. Et Laurent chantera si vous êtes gentil. Avec Maître Rémi Jossaume, nous on va voir aussi ce qu'il faut, dans quelle mesure on peut intervenir si on est victime d'un accident dû à l'infrastructure routière, c'est un nid de poule, problématique de route, etc., etc. Voilà. On va aussi aider tous ceux qui sont victimes des pannes à répétition sur le moteur Renault 1,2 litre TCE. On va vous donner des bons conseils et on aura quelqu'un qui a monté un collectif et il y a eu de l'actualité hier soir, donc on est vraiment dans l'actu. C'est top. Et si je vous dis qu'on a une voiture électrique qui peut offrir 1000 km d'autonomie, eh bien on en parlera aussi aujourd'hui. Et puis pour rigoler, on retrouvera notre ami pour le coup, François Alain, et avec une nouvelle chronique. C'est une chronique destinée aux voitures de collection. Et aujourd'hui, on va faire de la 2 chevaux, course de 2 chevaux sur glace avec François Alain. Et ben voilà, vous l'avez compris, c'est un premier sommaire. Il va se passer beaucoup de choses dans cette nouvelle émission On parle auto jusqu'à 13h30. N'oubliez pas, notez cela évidemment sur vos tablettes. Rejoignez-nous par téléphone 0826 300 300 pour toutes vos questions. Sur la page Facebook de Sud Radio, vous nous retrouvez. Vous pouvez aussi poser vos questions. Vous pouvez envoyer vos questions par mail sur jeparticipe@sudradio.fr. C'est parti. L'ami Jean-Luc, première émission, premier rendez-vous. C'est ça, un rendez-vous sécurité. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Première émission de l'année. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et on va tout de suite parler de ce sujet. On a un accident à cause de l'infrastructure routière, quelle qu'elle soit, routes qui sont abîmées. Qui est responsable? On accueille pour ce faire Jean-François, notre premier auditeur de l'émission. Voilà. Bonjour Jean-François. Bonjour Dame Laurence, bonjour Monsieur Jean-Michel, Jean-Luc, bien sûr, bonne année, excusez-moi. Merci, bonne année également Jean-François. On va inviter tout de suite et accueillir Maître Rémi Jossaume. Oui, parce que maintenant on va avoir du monde dans cette émission, on a du temps. On aura Maître Rémi Jossaume, avocat au barreau de Paris et président de l'Automobile Club des avocats. Bonjour Rémi, bonne année également. Bonne année à tous, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et beaucoup de points pour l'un d'entre vous. Je ne donnerai pas de nom, pour 2022. Beaucoup de points. J'en ai 12, Rémi. C'est pour toi, Jean-Luc. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous avez beaucoup de clients qui ont 12 points? Un peu moins, ouais. Non, Voilà. mais on peut dire les choses. Tu t'es fait flasher. Voilà. Ça arrive à tout le monde quand on roule. C'est comme dans la vie, si on prend pas de risque. Voilà. Alors, on écoute la question merci de d'avoir balancé. Donc, cette année, sous le signe de la délation, c'est une bonne nouvelle. Bon, on vous écoute, Jean-François. Voilà. C'est pas grave. En fait, moi, je suis chauffeur de poids lourd et souvent, j'ai des soucis un peu dans les ronds-points parce qu'il y a des forêts, il y a dessus, il y a des collines, il y a plein de trucs dessus. Il y a des superbes sculptures qui coûtent une fortune. Normalement, on roule pas sur un rond-point, les gars. Oui, les ronds-points, faut passer autour, pas à travers. Jean-François, vous êtes au courant. Vous savez, avec les freins, avec les lents. Oui, c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui grimpent sur les ronds-points, c'est vrai. Vous vous demandez, en fait, votre question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tout un tas de choses sur les ronds-points, alors que si c'était dégagé, on verrait les voitures
tourner autour du rond-point, c'est ça. Parce que le but, un carrefour, normalement, on doit être visible, les allées doivent être visibles, ça veut dire on doit pouvoir anticiper pour voir un véhicule qui arrive. Quand moi, je suis chauffeur poids lourd, j'arrive, je ralentis, je m'arrête au stop, voilà. Et puis, le temps de démarrer, il y a une voiture qui arrive. Alors, souvent, elles arrivent vite. Alors, des fois, ça me fait un peu peur, quoi, en fait. C'est vrai que côté poids lourd, on n'avait jamais fait, mais c'est une vraille problématique. Parce que, vous ralentissez, effectivement. Et puis, le tracteur du camion, il démarre pas comme une voiture, quoi. Ça, oui, moi, je fais 40-44 tonnes. Le temps que je démarre, il y a 30 voitures qui arrivent, quoi. Vous voudriez pouvoir anticiper en voyant les voitures plus loin. Je comprends tout à fait ça. Pourtant, il est plus haut. Oui, vous êtes plus haut, donc normalement, vous devez voir au-dessus de la forêt qui est plantée au milieu du carrefour. C'est une vraie bonne question. La forêt, elle fait 12 mètres de haut aussi. Hein. Bon, Rémi, évidemment, c'est pas cette question-là qui va nous intéresser particulièrement. Vous avez une idée, vous, est-ce que normalement, quand on conçoit un rond-point, on doit justement tenir compte de ça, de la visibilité? Alors moi j'ai bien une idée de réponse, c'est que non, puisque justement un rond-point c'est fait pour faire ralentir, donc les voitures doivent aller doucement sur un rond-point. D'une manière générale, on peut penser que lorsque l'on va installer une infrastructure routière, une signalisation, il faut que celle-ci soit visible et permette des conditions de circulation en toute sécurité. Donc on pourrait encore une fois envisager une éventuelle responsabilité de la commune ou du département, par exemple, c'est-à-dire de celui qui va gérer la voirie, s'il y a une mise en danger du conducteur, et ça peut être notamment parce qu'il y a une carence dans la visibilité ou dans les conditions de circulation. Donc la question elle reste pertinente, mais d'une manière globale, il faut la voir avec une approche plus générale. Oui, on peut effectivement attaquer une commune lorsqu'il y a une défaillance dans la signalisation. Les exemples jurisprudentiels, donc des décisions rendues par les tribunaux, sont relativement nombreux en la matière. Donc clairement, alors là, sur le rond-point, ça va être plus difficile de prouver qu'effectivement la décoration du rond-point est la cause de l'accident. Mais un exemple plus concret, il y a un trou dans la chaussée, je tombe dedans, un nid de poule, je suis à moto, je tombe dedans. Auprès de qui je dois m'adresser et qui dois-je attaquer ? Alors, quand on est victime d'un accident, alors on appelle ça en droit des dommages de travaux publics. Quand on est victime d'un accident en raison d'une défaillance dans la signalisation, dans l'exploitation, dans l'entretien de la voirie, le premier réflexe à avoir, c'est d'abord de rapporter l'ensemble des preuves qui vont permettre cela, parce que dans certains dossiers, j'ai vu, moi, des collectivités être très efficaces, c'est-à-dire le lendemain, boucher le trou qui a causé l'accident. Bon, donc tout de suite, quand on peut, on va recueillir des témoignages, on va prendre des photographies, et dans le meilleur des cas, on va même demander, on va dépêcher un huissier de justice pour qu'il vienne constater à un instant précis la réalité du terrain, qui viendra par la suite éventuellement appuyer votre demande devant le tribunal. Mais donc comment on sait quel est le gestionnaire de la voirie à cet endroit-là, parce que c'est un peu compliqué. C'est le service technique de bien sûr, c'est la deuxième étape, Jean-Luc. La deuxième étape, c'est effectivement d'identifier le gestionnaire. Alors, par défaut, le gestionnaire, c'est une collectivité. C'est la commune, si c'est une voie communale, le département, si c'est une voie départementale, une route nationale, ça va être au niveau de la région, et puis sur l'autoroute, ça va être soit une entreprise privée quand c'est concédé, soit l'État quand c'est une autoroute nationale, toujours étatisée, d'accord ? Mais alors, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on envoie un courrier à ces gens-là ? Alors exactement, on doit s'adresser donc auprès du gestionnaire. Alors c'est un peu technique, mais libre à lui par la suite de le confier à l'entreprise privée qui avait peut-être la gestion des travaux à ce moment-là. Mais ça c'est pas votre problème, j'allais dire dans un premier temps. Donc vous allez effectivement solliciter de la collectivité votre indemnisation avec toutes les pièces justificatives. Ça va être matériel s'il y a eu une casse particulière, corporel s'il y a eu un accident qui vous a touché personnellement. L'absence de réponse va vous permettre, parce que généralement, malheureusement, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas, oui. Bien qu'ils soient assurés, ça va vous permettre d'engager un recours par la suite devant le tribunal administratif. Et là, on rentre, j'allais dire, dans le dur. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours compliqué de faire du droit quand on n'a pas la formation. Donc, on fait appel. Est-ce qu'on a besoin d'un avocat ? Oui, clairement, ça. La question, c'est ça. Alors, on en a besoin d'un point de vue purement technique, évidemment, mais de par la loi même, on a besoin d'un avocat puisque c'est un contentieux qui exige la présence de l'avocat pour être représenté dans les tribunaux administratifs. Maître Jossaume et Jean-Luc, parce qu'il y a deux cas. Il y a le cas où j'ai juste de la casse de ma voiture, voilà. Donc l'assurance
va me faire payer puisque je vais être le seul. Un malus, ouais. Un malus. Et il y a le cas où l'accident va être plus grave et qu'il va y avoir un problème corporel. Est-ce que ces deux cas sont traités différemment ou pas du tout, Maître Jossaume ? Alors, ils le sont parce que quand il y a un accident corporel, on va solliciter une expertise médicale pour chiffrer les préjudices, pour les acter d'un point de vue purement médical. Donc, c'est un expert judiciaire qui va dresser la liste des préjudices et des postes de préjudice sur le plan, donc, effectivement, corporel. Sur le plan matériel, on n'en a pas besoin. On va tout simplement recueillir un devis de réparation d'un garage ou d'un expert de son assurance qui va dresser la liste des pièces à changer. Là aussi, il faut bien que les auditeurs en aient conscience, c'est souvent le parcours du combattant parce que l'assureur, votre assureur, par principe, il va rechigner à faire un procès à la collectivité parce que c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est de l'argent. Donc oui, puis ils payent mal aussi, ce qu'il faut dire, parce que quand ils ont tort, parfois, pour se faire payer, c'est long. Hein. Non, mais bien sûr, bien évidemment. Mais il y a également le fait que on va toujours dire, vous le savez, on va toujours dire à l'automobiliste, vous devez être maître de votre véhicule, c'est un endroit que vous connaissez, même s'il y a un trou sur la chaussée, il faut adapter sa conduite, etc., etc. On le voit très régulièrement devant les tribunaux. Attention, les tribunaux sont très réticents à indemniser les personnes qui sont victimes de cela, parce qu'encore une fois, on va regarder si le conducteur n'est pas lui-même en faute, c'est-à-dire est-ce qu'il roulait pas trop vite, est-ce qu'il n'était pas alcoolisé, si il connaissait les lieux. C'est sûr que si vous passez tous les jours devant cet endroit-là et qu'un jour vous avez oublié qu'il y avait un trou, on va vous le reprocher, Maître Jossaume, excusez-moi, puis je voudrais qu'on revienne sur la question du coup de Jean-François, savoir effectivement est-ce que l'on peut attaquer les ronds-points quand il casse la visibilité. Les ronds-points, tu vois ce que je veux dire, c'est que Jean-François, qui est notre routier, qui est arrivé au 0800 26 300 300, il y a une autre question qui est différente. Et puis, on n'a pas parlé des vélos. Mais quand vous avez un accident sur votre vélo à cause d'une infrastructure routière, est-ce que ça sera c'est la même chose. On est d'accord, c'est la même chose. Alors, Laurence, figurez-vous que j'ai un dossier d'une personne qui a été gravement accidentée en vélo. Alors, ça va faire sourire plus particulièrement Jean-Luc parce qu'il sait de quoi je vais parler précisément. C'est à cause d'un ralentisseur. Je sais que Jean-Luc est attaché à cette problématique-là des ralentisseurs, mais c'est lié à un ralentisseur qui était totalement hors norme et défaillant. Et croyez-moi, les cyclistes payent un lourd tribut parce que quand on chute en vélo même à 20-30 km/h, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, pour répondre à la question de l'auditeur, très sincèrement, moi je ne vois pas précisément en quoi il y aurait une quelconque responsabilité de la commune ou de la collectivité, puisque par définition, le rond-point, même s'il y a des décorations en plein milieu du rond-point, c'est pas en tant que tel cela qui doit ou qui va générer un accident. Sur le problème de visibilité, que vous ne voyez pas de l'autre côté du rond-point, j'ai du mal à percevoir une quelconque responsabilité. D'accord, bon voilà, donc malheureusement... Oui Jean-François, très rapidement parce que... 30 secondes. Juste, si j'arrive et que la voiture dans le rond-point arrive rapidement sans que je la voie, j'ai quand même un refus de priorité. Est-ce qu'il me demande s'il y a un gendarme qui est là ou... Alors ça dépend du type de rond-point. Vous avez des ronds-points où il y a priorité, c'est la grande majorité, à celui qui est déjà sur le rond-point. Et puis vous avez des ronds-points à priorité à droite. On en a un qui est énorme, juste à côté, pas très loin de la radio. C'est ce qu'on va appeler la place de l'Étoile pour que tout le monde sache à Paris. Et là où c'est une priorité à droite. Mais il y a les deux cas de figure. Mais on reviendra. On fera un vrai sujet sur les ronds-points. Jean-François, si vous en êtes d'accord, merci Maître Jossaume. On reviendra vers vous. Et puis merci Jean-François, on gardera vos coordonnées. Et puis quand on va faire le spécial rond-point, on vous passe un petit coup de téléphone. Oui, parce que je trouve que la question de Jean-François, elle nous concerne tous, c'est pas que les routiers, et c'était une très très bonne question. Allez, merci beaucoup à Maître Jossaume. À suivre, même si on a plus de temps, c'est tellement passionnant qu'on a l'impression qu'il va falloir une demi-heure de plus encore. On va recevoir Olivier Blanchet avec une autre question d'auditeur. 0826 300 300. Et vous le savez, vous nous rejoignez 0826 300 300 pour toutes vos questions ou par mail je participe@sudradio.fr. Et c'est Eric que nous accueillons au standard et sur l'antenne de Sud Radio pour On parle auto. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Eric, bonne année quand même Eric. Oui, bonne année à tout le monde, à toute l'équipe et merci encore de votre accueil. Bon, vous nous appelez pour un problème, on va peut-être pouvoir vous trouver une solution. Alors quel est le problème déjà?
Déjà, si vous pouvez me trouver une solution, c'est une bonne année qui s'annonce. Alors, le problème est que, comme beaucoup d'utilisateurs de cette voiture, j'ai mon moteur qui a cassé sur l'autoroute. Alors, précisez-nous, vous, c'était une Nissan et vous aviez un moteur Renault dessus. Alors, oui, tout à fait. Le 1,2 litre TCE, voilà. Voilà, c'est une Nissan Pulsar 1,2 litre, 115 chevaux, X-Tronic Connect, donc en boîte automatique en plus. Donc, ce qui complique un peu les choses quand c'est le moteur cale, parce que vous pouvez pas la pousser. Donc, voilà. Donc, ça m'est arrivé effectivement, ça nous est arrivé sur l'autoroute en pleine nuit, un peu sous la pluie d'ailleurs en plus. Donc, le moteur est devenu poussif. Tout d'un coup, au moment de doubler un véhicule, j'ai senti que j'avais plus rien sous la pédale. Et donc, je me suis empressé de m'arrêter à une station-service la plus proche et de constater que le moteur marchait sur deux pattes, comme on dit grossièrement dans le jargon. Et voilà, donc j'ai dû appeler le service de dépannage pour effectuer le déplacement du véhicule. D'accord, donc diagnostic, un moteur dans le sac, hein, c'est ça vous avez... Donc le garage de Nissan a constaté que le moteur était deux cylindres étaient sans compression du tout, et les deux autres étaient bien en dessous de la norme, quoi. Alors je sais pas si ça peut vous rassurer, Eric. Vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive. Vous serez malheureusement pas le dernier, parce qu'il y a il doit y avoir 500 000 personnes qui ont été touchées aujourd'hui par ces problèmes-là. Et là, sur Facebook, sur la page de Sud Radio, on parle auto, là, ça réagit. On a Malo qui dit pareil pour moi avec mon Duster à 1,2 litre. Il y a du monde. Oui. Alors c'est pour ça que moi je connaissais Olivier Blanchet qui est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier, bonne année. Oui, bonjour Laurence, bonne année à Jean-Luc et à tous les auditeurs. Alors Olivier, il est informaticien, mais ça n'a rien à voir. Il a été victime lui aussi avec une Dacia d'une panne de ce moteur 1 litre de TCE. Il a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc vous avez fondé un collectif, ça fait déjà un petit moment, il y a combien de temps ? Ça fait bientôt 3 ans que le groupe est ouvert. Oui. Voilà, et donc là vous êtes parti à l'attaque de Renault, et dites-nous tout, parce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission, on va avoir du nouveau vendredi. Alors le nouveau c'est quoi ? Alors oui, c'est vrai que c'est un heureux concours de circonstances, puisqu'on appelait de nos voeux une procédure collective qu'on attendait et qu'on espérait, donc avec l'aide de Christophe Legvac, le maître Christophe Legvac et sa plateforme MyLeo. Donc hier soir, on a eu une réunion pour lancer une action qui s'ouvrira prochainement, donc contre Renault-Nissan dans ce dossier. Alors qu'est-ce que vous espérez ? La prise en charge, parce que jusqu'à présent, la prise en charge des pannes sur ce moteur, elle se faisait au compte-gouttes, voire pas du tout. Et alors du coup, tous ceux qui ont le problème, écoutez bien ce qui va se passer. Oui, alors en fait, suite à la révélation du scandale en mai 2019, Renault avait, donc c'était l'UFC Que Choisir et Le Monde qui avait révélé ça à la face de la nation, on va dire. Renault avait réagi mollement et en interne pour améliorer les prises en charge, mais depuis, rien n'a changé. Sur le fond, c'est toujours des prises en charge au cas par cas, et puis c'est Renault qui décide un petit peu des prises en charge qu'ils vont donner. Donc là, évidemment, l'action qui va être menée, ça va nous permettre de porter notre voix et puis de réclamer une indemnisation, alors que ce soit les cas actuels ou les cas passés, donc pour le préjudice qui aura été subi. Donc après, ça sera aussi... il y aura 2 phases différentes pour réclamer du global et puis du cas par cas également. Comment ceux qui nous écoutent peuvent vous contacter pour participer à ce collectif ? Et rejoindre cette action de groupe. Oui, alors il y a deux possibilités. Déjà, si vous êtes victime de la casse, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent... Alors c'est quoi le groupe Facebook ? Pourront aider. Alors en fait, vous tapez tout simplement casse moteur Renault et vous allez tout de suite tomber sur notre groupe. On est déjà 4000. Il y a plusieurs groupes, que ce soit en Espagne, en Angleterre, en Roumanie et même en Israël, où il y a une action qui est menée en juridique aussi là-bas. Automobile Club Association, j'ai trouvé moi, Olivier. Automobile Club Association, alors là, ça ne me dit rien, vous me prenez. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes différents qui ont été menés. Parce qu'il y a votre nom, hein. C'est parce qu'il y a votre nom, sinon je ne l'aurais pas dit. D'accord. Voilà. Oui, donc sinon, il y a un groupe, un site internet Weebly aussi, où tout un tas de documents sont recensés. Alors après, pour ce qui est... Donc ça pourra permettre d'aider les gens qui rencontrent cette problématique, les aider... dans leur première démarche. Après, si vous souhaitez aller plus loin, si les victimes veulent aller plus loin et rejoindre l'action juridique qui va être menée, donc par contre, c'est sur la plateforme myleo.legal, donc menée par maître Christophe Legvac. Et donc là, Est-ce que vous pouvez nous épeler, pardon, excusez-moi. Alors, myleo, myleo.legal, L-E.G-A-L, pardon. Myleo.legal. Myleo.legal, voilà.
D'accord. Donc ça, c'est la plateforme qui permet de rejoindre l'action qui va être menée désormais contre Renault et Nissan dans le cadre de ces défaillances, quoi. Bon, on va quand même préciser pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui qui voudraient acheter une Renault que ce moteur n'est plus fabriqué, le 1 litre de TCE, et c'est très bien qu'il n'ait pas du tout été fiable parce que pour faire le moteur suivant, le 1 litre 3 TCE, Renault est reparti pas d'une feuille blanche mais a tout remis à plat, et le nouveau, c'est souvent comme ça que ça se passe, hein, quand on a quelque chose qui n'est pas du tout fiable, la génération d'après est par contre très fiable parce qu'ils ont corrigé évidemment tous les défauts, parce qu'on n'a pas listé tous les défauts que pouvait avoir ce moteur, mais c'est juste catastrophique, quoi. Je crois que c'est un des plus mauvais moteurs qui a jamais été fabriqué. C'est juste une horreur. Voilà, on a donc du coup, il y a Malo qui a mis sur la page Facebook dans les commentaires en dessous de notre émission myleo.legal. Donc voilà, ça c'est bien fait. Et vous pouvez tous rejoindre Olivier, c'est un super rendez-vous. Eh ben, parfait, on se donne rendez-vous Olivier dans l'année pour faire un point sur l'avancement de cette action de groupe contre Renault, en espérant que ça aboutisse, parce que ça créera un précédent. Je crois qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de condamnation d'un constructeur pour justement des défauts qui sont alors des vices cachés, hein, ça s'appelle comme ça sur des moteurs. Et ben voilà, Eric, on a répondu à votre question. On vous souhaite un bon week-end et une bonne... Oui, Eric, oui. Je voulais juste ajouter qu'en fait, si vous voulez, c'est d'une part un peu étonnant de la part de Nissan, parce qu'ils m'ont proposé, si vous voulez, le remplacement du moteur coûte 12 990 € et la participation pour moi serait de 5 800. Donc ça veut dire que quelque part ils accusent ils acceptent qu'ils sont bien en faute, mais ils vous laissent payer quand même une partie, ce qui est quand même étonnant quand on est vraiment responsable d'une faute, quoi. J'ai eu le même problème avec ma DS, sauf qu'ils m'ont répondu tout simplement, votre moteur n'était plus neuf, vous aviez déjà 40 000 km, donc on vous paye à hauteur de la motorisation des kilomètres de votre moteur. Bon, en tout cas, vous restez bien en notre compagnie, Eric, sur la suite des événements, puisqu'on va suivre le dossier toute l'année, hein, l'ami Jean-Luc. Exactement. Et merci bien sûr à Olivier d'être intervenu. Petite réaction sur Facebook, Marie-Christine qui dit bonjour, bonne année. Je suis Marie-Christine, j'utilise entre autres, alors c'est Aouche, pardon. Il vient de découvrir l'émission et il est content qu'elle dure 30 minutes de plus. Et il nous dit merci. Voilà, c'est parti. Dans quelques instants, ce sera l'essai de la semaine de l'ami Jean-Luc. Et on prend le volant, vous le savez, c'est un rendez-vous que l'on garde également cette année. On adore ça avec l'ami Jean-Luc. C'est surtout vous qui prenez le volant, hein. Oui, c'est moi qui prends le volant. Alors, on prend le volant en cours dans l'émission de radio, puis on prend le volant au long sur la chaîne YouTube de Sud Radio, où cette semaine, vous aurez un sujet de 16 minutes sur le BMW iX xDrive 40. Alors, pourquoi 16 minutes ? Parce que c'est un des véhicules les plus atypiques du marché. Il est électrique d'abord, mais surtout, c'est une voiture qui révolutionne l'automobile. Ça ressemble à un concept car. Alors, esthétiquement, c'est un peu discutable, hein. Vous avez une grosse calandre hypertrophiée à l'avant. Il y en a qui disent ça ressemble à des dents de castor. Bon, on peut trouver ça beau, on peut trouver ça moche. D'ailleurs, on commence à voir quelques images en teasing pour comme ceux ça. qui nous regarderont sur Facebook, ils verront les images en même temps. Alors c'est un engin qui interpelle aussi par sa taille, à 4,95 m de long. Pourtant, malgré une physionomie d'armoire normande, faut le dire. Qu'est-ce que vous avez contre les armoires ? Ben non, mais rien. Mais il est très aérodynamique. CX de 0,25. C'est une grande finesse pour un gros pâté comme ça. Alors, malgré ça, la taille du coffre, elle n'est pas gigantesque, 500 litres. En revanche, l'espace à bord, c'est impressionnant. On a l'impression de rentrer dans un terrain de tennis quand on rentre dedans. D'ailleurs, outre l'allure générale, la surprise bonne, celle-là, vient du traitement de l'habitacle. On a l'impression d'être dans un salon et pas dans une voiture. Alors sur notre version d'essai, la planche de bord, les sièges, les contreportes sont habillés d'un revêtement, je dirais suédine pour que tout le monde comprenne ce que c'est. La qualité est excellente et pourtant ce sont des matériaux recyclés. Vous avez même les tapis de sol qui sont faits avec d'anciens filets de pêche récupérés. C'est bien ça. Oui, c'est très bien. C'est écologique. Il y a aussi une touche de bois et puis il y a des inserts en verre poli que je trouve très joli. Ça ressemble à du cristal. Alors c'est une option, hein, mais bon, une option à 1 000 €, mais quand vous aurez le prix, vous direz finalement c'est pas très cher. Sur la console centrale et puis les boutons de réglage du siège sur les contreportes. Voilà, bref. L'interface homme-machine, c'est ce truc qui permet de communiquer. Fait appel à un immense bandeau avec des écrans tactiles qui sont face au conducteur. C'est élégant, c'est pas forcément très pratique. Pourquoi ? Parce que, vu la complexité des menus, d'abord au début, il vaut mieux s'arrêter quand on cherche quelque chose, sinon on risque l'accident. Et puis, franchement, on peut se perdre. Hein.
on peut arriver à se perdre dans les menus. Tellement il y a de choses. Tellement il y a de choses. Mais c'est nouveau parce que sur BM avant il n'y avait pas autant de choses. Si, il y avait déjà pas mal de choses. Vous avez la molette. Oui, alors ça, ils ont conservé existe. la molette. Voilà. Il y a toujours autant de menus, mais vous en avez encore plus aujourd'hui puisque les voitures sont capables de faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, leur passage. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Notre modèle d'essai, c'était le modèle de base. Je mets des guillemets, avec 2 moteurs électriques synchrones à rotor bobiné. Je vous explique tout à l'heure pourquoi. Une puissance de 326 chevaux pour un truc de base, c'est pas mal. Une batterie d'une capacité de 71 kWh. Alors les premiers tours de roue sont surprenants. Je vous disais tout à l'heure, c'est le monstre gentil, mais c'est exactement ça, c'est Casimir. De toutes les voitures que j'ai conduites, c'est la plus zénifiante. Et ça fait quand même 35 ans que je fais des essais de voitures. De zénatitude, de c'est zen. ça. Vous montez dedans et hop, d'un coup vous dites je suis dans mon salon, ça va bien, tout est bien, la vie est belle. Franchement, c'est vraiment, c'est très agréable cette sensation. C'est vraiment l'analogie avec Casimir, elle va très bien, quoi. C'est le monstre gentil. Alors côté accélération, on est plutôt dans le T-Rex par contre. Parce qu'on a 630 Nm de couple disponible instantanément. Il y a 2 tonnes 240 à envoyer en orbite, mais on n'a aucun mal avec cette puissance-là. Côté consommation, le pachyderme, il est bien aidé. Je vous ai parlé tout à l'heure des moteurs synchrones bobinés. C'est des moteurs qui consomment moins quand on roule vite. Et ça se ressent parce que à grande vitesse, j'ai fait de l'autoroute à 130 et au global, j'ai été à une consommation de 24,1 kWh pour un engin qui fait 2 tonnes 250 de ce gabarit-là finalement. C'est bien. C'est vraiment très très bien, c'est remarquable. Ça signifie quoi? Une autonomie réelle de 300 km. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup. 300 km, c'est-à-dire sur autoroute, je ferais 200 km. Donc c'est vraiment pas beaucoup. D'autant que j'ai été déçu par la recharge rapide. Normalement, on peut grimper jusqu'à 150 kW en allure de recharge. Moi, sur une borne Ionity, j'étais maximum à 50. Est-ce que c'est la borne qui marchait mal? Est-ce que c'est la voiture qui marchait mal? Bon, j'ai donc chargé 25 kWh en 32 minutes. C'est pas très bien. D'autant que sur une Ionity, vous payez autant de charge. Vous payez pas à la quantité d'énergie rechargée. Donc sur ce point-là, c'est pas terrible. Maintenant, je vais vous donner le tarif. Vous êtes bien assis? Que je m'accroche. 86 250 €. Mais vous savez quoi? Faut dépenser plus. Faut pas s'arrêter à 86 250. Parce que cette version, finalement, elle a aucun intérêt. Quitte à dépenser autant, faut prendre la version qui fait 524 chevaux, donc du dessus, avec une grosse batterie de 105 kWh, qui recharge à 200 kW. Et là, vous dépensez 105 000 € sans les options, évidemment. Bon, vous comprendrez que c'est pas la voiture de monsieur tout le monde, mais ce qui est très intéressant, c'est que je vous ai dit, on prend un virage. C'est-à-dire tout ce qui arrive sur cette voiture-là, vous l'aurez sur les Dacia dans 10 ans. D'accord. Mais alors, du coup, est-ce que je peux me permettre de préférer les 2 chevaux sur glace dont on va parler à la fin de l'émission? Je pense que j'ai plus peu moins cher. Ah ben, c'est clair. On est d'accord. Mais en tout cas, merci. Bon, vous êtes quand même... Voilà. Alors, allez voir l'essai en détail, vous allez voir, il y a des trucs très étonnants. Sur la page YouTube de la calandre qui se répare toute seule. La calandre qui se répare toute seule. Je vous en dis pas plus, vous irez voir la vidéo. Mais c'est un lézard, votre voiture. Ouais, c'est ça. Qui répare sa queue toute seule. Ça repousse. C'est la calandre, c'est le devant. Allez, à suivre, juste après quel essai de la semaine, on va parler environnement. Et tiens, on va parler d'ailleurs d'une voiture électrique qui promettrait 1000 km d'autonomie. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on accueille pour ce faire Nicolas Meunier, qui est journaliste et auteur de plusieurs livres. Bonjour Nicolas. Nicolas qu'on a déjà eu. Bonjour Nicolas. Et qu'on aura, je pense, assez souvent Nicolas, parce que moi j'aime bien Nicolas. Voilà, tous nos voeux, Nicolas. Tous mes voeux également. D'abord parce qu'il s'appelle Nicolas, je sais que Nicolas ça fait plaisir à Laurence. Donc, Et pas qu'à cause du 6 décembre. Mais aussi à cause des... Il y a Bastien, notre réalisateur, qui me regarde en disant j'ai rien compris. Il y a des magasins, Nicolas, des caves, avec modération. Voilà, ça c'est fait. Même si je préfère les petits vignerons. Mais bon, cette semaine, vous êtes au courant, il y a le CES, de Las Vegas. Le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Et en amont de ce CES de Las Vegas, Mercedes a présenté le prototype d'un nouveau modèle électrique qui, à son tour, révolutionne aussi un petit peu le domaine du véhicule électrique. Et on a l'image sur la page Sud Radio. Exactement, pour ceux qui ont la chance de regarder en vidéo. Et cette voiture promet, Nicolas, alors une autonomie record. 2000 km, exactement. Alors 1000 km, parce que vous avez dit 2000 km. Non, 2000 km. Oui, voilà. Vous avez bien compris. Merci, c'est ça. Et pour y parvenir, surtout, ils ont pris un chemin qui était différent jusqu'à présent. À chaque fois qu'on voulait rajouter... un petit peu là sur on s'arrête un petit peu. On explique. Oui, on explique pourquoi 1000 km. Parce que jusqu'à présent, quand on voulait plus d'autonomie sur une voiture électrique, on mettrait une batterie plus grosse. Voilà. Ouais. Donc là, on vient de parler d'un engin avant qui s'appelle le iX, qui a une batterie de 105 kWh. On a une batterie à peu près de la même
capacité 100 kWh, sauf que au lieu de faire 400 bornes, l'engin, il en fait 1000. Mais comment c'est possible? J'ai des enfants qui pédalent dedans. Alors, le but, c'est de faire baisser la consommation. Dans ce cas-là, c'est d'utiliser mieux. Au lieu de mettre plus d'énergie, on utilise mieux l'énergie qu'on emporte. Et en effet, on a vu quelques prototypes, notamment américains ou chinois, qui commençaient à mettre des batteries de 150 kWh, 200 kWh. Là, Mercedes fait l'inverse avec ce modèle. Et finalement, c'est assez dans la ligne de ce qu'ils font avec leur gamme actuelle, où on s'aperçoit qu'ils ont des consommations, notamment sur le QA, qui sont plus faibles que les concurrents. On s'aperçoit qu'ils ont une maîtrise de l'énergie qui est assez étonnante. Pour un constructeur traditionnel, ils sont peut-être pas encore tout à fait au niveau de Tesla, mais ils sont en bonne voie pour la gestion de l'énergie et la réduction des frottements et de la consommation. Et donc, ils montrent avec ce concept qui s'appelle le QXX, qui continue dans la même lignée et qu'avec ça, ils espèrent atteindre des autonomies records. Alors, on a parlé tout à l'heure de la finesse aérodynamique de l'IX, qui est un gros pâté, et c'était déjà bien, c'était 0,25. Là, on est à un chiffre qui est encore meilleur, qui est meilleur que la meilleure des voitures de série qui a été fabriquée jusqu'à aujourd'hui, si on laisse de côté les Volkswagen XL1 qui étaient un peu spéciales. Oui, donc là on est à un CX de 0,17, donc c'est déjà Mercedes qui détient le record avec le QS qui est une autre voiture électrique, une limousine électrique qui a été lancée il y a quelques mois. Et donc ils ont travaillé la finesse aérodynamique, le profilage, mais ça suffit pas à faire une bonne aérodynamique, il faut aussi réduire la surface frontale. Et donc c'est pour ça qu'ils ont choisi une voiture relativement compacte. Ils annoncent que la surface frontale est plus petite que celle d'une Smart, qui est pourtant une voiture relativement étroite. Voilà. Et alors, la consommation, parce que c'est là qu'on va en venir, la consommation au 100 km normalisée, certes, elle est c'est 10 kWh au 100 km. Maintenant, si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous le convertir en litres d'essence, ça fait 1 litre au 100 km. Voilà, alors ça c'est si on prend en compte le fait que l'efficience du moteur électrique est meilleure, mais on pourrait 100 en énergie embarquée, sachant qu'un moteur thermique brûle les 2/3 de son énergie en chaleur. Oui. Donc ça serait équivalent d'une consommation de 3 litres au 100 si on ne tient pas compte du rendement qui est meilleur, enfin si on tient compte du réservoir à la roue. Nicolas, en plus, là, on a quand même un engin qui fait 204 chevaux, c'est-à-dire une voiture avec une puissance respectable, avec du couple démarrage. Donc, on n'a pas un engin de chasse au gaspillage comme on a pu voir il y a quelques décennies, même où on avait des véhicules qui affichaient des consommations qui étaient très basses, mais qui étaient ridicules et qui n'étaient pas possibles à conduire. Mais là, on est sur un projet, ils n'annoncent pas une commercialisation. Pour l'instant, ils sont sur un concept car. Exactement, mais ce qui se passe avec Mercedes, c'est que souvent, quand il y a un concept aussi abouti que celui-là, peu de temps après, on voit des choses qui arrivent en série. Ça ne veut pas dire que cette voiture, on va pouvoir l'acheter dans les concessions avant la fin de l'année, mais la technologie, elle va arriver rapidement. Voilà, c'est un démonstrateur technologique. Et ce qui est rigolo à dire aussi au niveau de la puissance, certes, la puissance est loin d'être ridicule, mais là aussi, 204 chevaux, c'est pas non plus délirant et ça va un peu à l'encontre de la tendance actuelle où, comme la puissance est facile à développer, facile à obtenir sur des moteurs électriques plus que sur des moteurs thermiques, on a beaucoup de constructeurs qui communiquent sur des voitures de père de famille qui commencent à faire 400, 500, 600 chevaux. On se demande où ça va s'arrêter. Et là, on a l'impression justement que Mercedes met un petit peu un coup d'arrêt à cette spirale infernale. D'accord. Et puis, il y a aussi autre chose d'intéressant qu'on n'a pas évoqué, c'est que l'architecture électronique et la batterie est en haute tension, on est en 900 volts, ça veut dire quoi? Ce qui pose problème aujourd'hui pour faire de la recharge rapide, c'est que quand vous avez un voltage qui n'est pas très élevé, vous avez un ampérage qui est très fort. Vous vous souvenez peut-être de vos cours à l'école, P égale 8, voilà. Et en fait, ça provoque, quand on a un ampérage très fort, un échauffement important. Donc, on a des problèmes aujourd'hui pour faire de la charge ultra rapide. Si on augmente la tension, et là, on passe en 900 volts sur cette voiture, il y a des voitures aujourd'hui qui existent, qui sont déjà en 800 volts, où on peut faire de la charge ultra rapide. Et ça va permettre d'accroître encore les allures de charge. Donc, de s'arrêter moins longtemps pour faire le plein. Il y a Stéphane sur la page Facebook qui dit, mais en utilisation normale, dans la vraie vie dans la vie de tous les jours, ce type de véhicule? Ben justement, ça sera encore plus efficient que toutes les voitures qu'on a eues aujourd'hui, puisque là, avec 10 kWh, vous ferez 100 km. Bon, on fera peut-être pas 100 km dans la réalité, vous ferez peut-être que 80 km. Mais il n'y a aucun modèle de véhicule aujourd'hui, toute énergie confondue, capable, avec aussi peu d'énergie, de faire autant de kilomètres. C'est génial. C'est ça qui sera l'intérêt. Est-ce que selon vous, Jean-Luc Moreau, journaliste spécialisé auto pour Sud Radio, et comment je le fais bien, et Nicolas Meunier, journaliste aussi auteur de nombreux livres, on est vraiment
à ce qu'on s'attendait? C'est-à-dire qu'on savait qu'il y a un moment, on allait passer une étape? Non, on n'y est pas encore parce qu'il y a des nouvelles techno qui arrivent sur les batteries. Là, on ne parle pas de techno de batterie là. On parle d'efficience de la voiture aérodynamique, on parle d'efficience des moteurs qui vont progresser également. Donc la marge de progrès, en fait, elle va être assez spectaculaire. Les Chinois viennent de commercialiser un SUV avec ce qu'on appelle des batteries graphène qui lui aussi annonce 1000 km d'autonomie et le plein en 8 minutes. Donc vous voyez, on est à l'aube d'une aube nouvelle. Voilà, on y est quoi. On est en train d'ouvrir. On vit une révolution. On a mis la clé dans la serrure. C'est assez passionnant. Alors il y a des soucis encore. Merci Nicolas Meunier d'être intervenu. Nicolas. Et à très vite dans un prochain rendez-vous dont parle auto sur Sud Radio. Il est parti. Allez, on n'est pas parti. Bon week-end à vous et encore bonne année, Nicolas. À très vite. À suivre, question auditeur. Vous avez la parole. Allez, on vous attend. 0826 300 300. N'hésitez pas, c'est votre numéro de téléphone ou par mail. Je participe @sudradio.fr. C'est votre rendez-vous, vous le savez, jusqu'à 13h30 tous les samedis de cette année 2022. On parle auto avec vous au 0826 300 300. C'est votre moment. On va accueillir pour notre question Mathieu au standard de Sud Radio. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence, meilleurs vœux. Meilleurs vœux aussi Mathieu, à vous également. Alors, quelle est votre question? Alors, je reviens vers vous dans le sens où je vous avais appelé il y a 3 semaines à peu près, où j'avais la contrainte d'acheter une voiture avant le 31 décembre. J'avais essayé de suivre les conseils de Jean-Luc et je m'étais dirigé sur une version FlexiFuel. Malheureusement, en me rapprochant de tous les garages Ford, j'ai pas trouvé une possibilité d'une livraison avant décembre, mais on m'annonçait plus mars 2022. Oui. Donc, comme toute la pénurie qu'on entend tous les jours aux informations, donc j'ai dû me diriger vers l'électrique. Il n'y avait que 2 modèles sur toute la France éligibles à la prime à la conversion chez Tesla. Donc j'ai opté pour un modèle d'Expo, donc j'ai fait une belle affaire. Maintenant, la loi, malheureusement, de tous les véhicules neufs sortis du garage impose de les sortir en pneus été, même si ce véhicule d'Expo était en pneus hiver. Donc ils n'ont pas compris eux non plus, ils ont dû démonter les pneus hiver pour monter des pneus été. Hier, donc ça a neigé toute la nuit, là je me retrouve à pas pouvoir l'utiliser parce que c'est tout blanc. Vous savez quoi, on gardera votre remarque pour la question d'après, parce qu'on aura Dominique Stemfeld, président du syndicat des professionnels du pneu. On lui posera la question. Pourquoi est-ce que les véhicules neufs doivent sortir en pneus été? Il peut y avoir du 4 saisons. Il y a du pneu 4 saisons. Surtout quand tu les livres au mois de janvier. C'est vrai, c'est complètement hallucinant. Parce que l'homologation doit être faite en pneu été, c'est juste ça. C'est une question d'homologation. Donc alors, au-delà de ça, vous êtes donc bloqué là pour le moment, Mathieu, c'est ça? Vous pouvez pas rouler? Après avoir acheté une propulsion, aujourd'hui, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais la Dual Motors dépassait donc les 45 000 € et au final, elle n'était pas éligible à la prime à la conversion. Ouais. Donc, avec la Standard Plus propulsion. Maintenant, je vois qu'il y a des pneus sur Internet, comme quoi il existe des pneus spécialement pour les fonctions électriques, pour une question d'autonomie, pour éviter de perdre l'autonomie. Du coup, votre question, excusez-moi Mathieu de vous presser un tout petit peu, monsieur. C'était un devoir de conseil pour essayer d'opter pour des meilleurs pneus pour une 235-45 ZR18. Alors, moi, ce que je propose, Alors, Mathieu, vous savez ce qu'on va faire? On va tout de suite appeler Dominique Stemfeld, qui normalement devait nous rejoindre dans quelques minutes. On a Cyril aussi, qui voulait aussi poser une question. Dominique est avec nous. On fait un gros sujet pneus, là, avant 13h. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour à tous et bonne année. Bonne année. Bon, on vous prend un peu plus tôt, mais c'est bien. On va vous faire bosser. On va vous faire travailler. C'est bien parti pour 2022. Vous avez entendu la question de Mathieu. Mathieu vient d'acheter une Tesla 3, le pauvre. Voilà, mais bon, c'est une propulsion et il a été obligé de prendre livraison de la voiture puisqu'elle était neuve, même si c'était un modèle d'Expo, avec des pneus été obligatoirement, alors qu'elle était montée a priori en pneus hiver. Et là, comme il habite à la frontière suisse, en ce moment il neige, il peut pas rouler avec la voiture. Alors, c'est lié à quoi ça, cette obligation d'avoir des pneus été sur les voitures neuves qu'on livre aux clients? Et puis surtout, la question de Mathieu, c'est qu'est-ce qu'il peut mettre derrière comme pneumatique de bonne qualité sur cette voiture-là? Vous avez 1 minute 30. Moi, je suis très surpris d'entendre parler de cette obligation, puisque un certain nombre de constructeurs, et en particulier les constructeurs allemands, offrent en option la possibilité d'acheter des véhicules neufs avec des pneumatiques hiver. Donc, il y a quelque chose de bizarre dans l'histoire de Mathieu, et il faudra qu'on la décortique. Après, on reviendra vers lui pour lui y répondre.
mais j'avoue que je ne comprends pas très bien cette situation. Après, concernant les pneumatiques été, c'est clair que les constructeurs veulent absolument optimiser la consommation de leur véhicule ou pour l'homologation, ou l'autonomie de leur batterie pour les véhicules électriques, mais rien n'interdit à un concessionnaire de sortir la voiture avec des pneus hiver. Pour le conseil, même si on va prendre Mathieu hors antenne pour dépatouiller on va lui faire un truc sur mesure. Pour son conseil, vite, pour conclure, du coup, le conseil, il met quoi là en pneu hiver en pneu hiver, et dans cette dimension-là, tous les grands manufacturiers proposent des produits qui sont parfaitement adaptés à l'usage de... D'accord, il aura quand même une autonomie un peu plus faible qu'avec les pneus été, on sera d'accord. De toute façon, même pour les véhicules à moteur thermique, les pneumatiques hiver sont plus consommants que les pneumatiques été, ça c'est clair. Bon, vous restez là, Dominique. Vous ne bougez pas. Mathieu, on se retrouve maintenant avec une autre question. Mathieu, on s'occupe de vous. Merci, on vous rappellera hors antenne et on va décrypter tout ça. Maintenant, place aux pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Alors, je ne sais pas si on a parlé pneus, mais alors on a parlé. Bonjour Cyril. Bonjour, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonne année bonjour Cyril, bonne année. Merci également, très bonne année. Alors votre question, on vous écoute. Du coup Cyril, c'est une vraie question pneu pour le coup. Alors c'est effectivement, comme l'émission précédente, elle était tournée vers les économies pour les conducteurs. Je voulais savoir si avec les prix des carburants qui restent aujourd'hui assez élevés, si on avait tout intérêt aujourd'hui à investir, on va dire, dans des pneumatiques basse consommation, puisqu'on a un certain nombre d'indices qui référencent les pneumatiques. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait vraiment un intérêt vous voulez savoir possible. C'est ça, vous voulez savoir si au global ça coûte moins cher en fin d'année de rouler avec ce type de pneumatique. Voilà. Bon, on a Dominique Stenfeld donc qui dort dans le studio maintenant, on va lui installer un petit lit de camp. Donc Dominique, président du syndicat des professionnels du pneu. Bon, Dominique, on passe donc du pneu hiver au pneu été, mais cette fois à basse consommation. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt à mettre des pneus basse consommation ou c'est du marketing ? Alors, vous savez, Jean-Luc, que j'aime bien l'histoire du pneu, et je suis remonté aujourd'hui au début des années 1990, quand le prix des pétroles. On n'était pas né, Clarence, alors donc. Ouais, c'est vrai. Oui, mais les manufacturiers ont commencé à développer des pneumatiques basse consommation. Donc, en fait, il y a une corrélation entre l'économie de carburant faite au travers des pneumatiques et le prix du pétrole. Donc, oui, effectivement, on a tout intérêt à privilégier des pneumatiques à basse consommation. Pour donner un chiffre, entre le pneumatique le plus mauvais et le pneumatique le meilleur, on peut aller jusqu'à des économies de 8%, donc c'est quand même très très important, mais d'une manière moyenne, on peut considérer que l'économie elle est de 3 à 5%. Alors je vais me faire l'avocat du diable, parce que c'est plus cher un pneumatique basse résistance au roulement, on est d'accord ? Non, plus maintenant. Alors d'abord, c'est très simple pour trouver des pneumatiques basse consommation. Tous les manufacturiers aujourd'hui en fabrique, enfin tous les grands manufacturiers en tout cas en fabrique, et la concurrence joue, donc en fait il n'y a pas d'écart de prix entre des pneumatiques à très basse consommation et des pneumatiques spécifiques. Alors on sait qu'un pneumatique, Dominique, c'est un compromis, donc là si on consomme moins, ça veut dire que forcément il y a un endroit où on va perdre un peu, et ça tient moins bien la route, ça freine moins bien, c'est quoi le problème ? Alors les premiers pneumatiques verts, effectivement, avaient cet inconvénient, c'est qu'il y avait une dégradation importante, en particulier en freinage sur sol mouillé. Aujourd'hui, les manufacturiers ont développé des technologies, trouvé une nouvelle matière première, nouveaux matériaux, développé de nouveaux types de carcasses qui permet en fait de trouver le bon équilibre. Il faut veiller quand même, lorsqu'on achète un pneumatique, à bien regarder l'étiquetage et à trouver des pneumatiques dont le compromis idéal permet d'avoir à la fois une réduction de la consommation et une réduction et une amélioration du freinage sur chaussée mouillée. Oui, parce que c'est des pneumatiques qui sont classés A ou B sur les deux critères. C'est ce que j'allais dire, c'est comme sur les frigos, vous avez un classement qui vous indique le meilleur pneumatique, il va être A par exemple en consommation, donc un A il sera meilleur qu'un B. Et ça existe pour tout type de véhicule, parce que c'est vrai que les carburants vont continuer d'augmenter, on va pas se mentir, hein, c'est en train de reflamber de nouveau. Pour toutes les voitures, on peut changer ? Oui, ça existe pour tous les véhicules. Et puis j'insiste en fait sur le point de l'information, on en a déjà parlé. Les revendeurs sont tenus
avant d'effectuer l'acte de vente, d'informer le consommateur sur le classement des pneumatiques qu'il lui propose. Voilà. Bon, parfait. Et très bien. Bon, on va vous laisser vous recoucher dans le studio. Cyril, on a répondu à votre question ? Oui, très bien, merci beaucoup Dominique. Ouais. Je veux juste préciser une chose quand même. Il y a un élément qui est très très important, c'est de respecter la pression de gonflage, qui est très attentif, puisqu'une mauvaise pression de gonflage fait augmenter la consommation de 5% environ. Donc le premier point sur lequel on peut gagner, c'est effectivement d'avoir des bonnes pressions de gonflage. Super, et surtout qu'avec les changements de température qu'il y a en ce moment, un coup quand il fait froid, il faut regonfler. On expliquera pourquoi. Super. Bientôt. Merci beaucoup Dominique Stenfeld, président du syndicat des professionnels du pneu. Et merci à Cyril. Allez, à suivre. Eh bien, il y a l'info et il y a de nouveau On parle auto. C'est parti jusqu'au mois de juin au minimum. Nous sommes avec vous jusqu'à 13h30 avec les questions, vos questions, juste après le journal de 13h 0826 300 300 ou les questions Facebook. Tout de suite, vous l'avez compris, 13h30, vous retrouverez l'équipe de Invino et d'Alain Marty. Mais pour l'heure, On parle auto avec vous sur Sud Radio jusqu'à 13h30. Sud Radio, On parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Une demi-heure de plus, c'est trop bien. Et nous avons décidé de commencer cette demi-heure par les questions de ceux qui écoutent l'émission. Alors peut-être qu'avec le micro... Avec le micro, ça va être beaucoup mieux. Voilà les questions que vous nous envoyez sur Facebook. C'est ma faute, je commence à fatiguer. Ou alors, vous allez pouvoir nous joindre aussi au standard. 0826 300 300 ou par mail. Sur l'adresse @sudradio.fr. Alors on va commencer tout de suite par une question... Facebook, si vous le voulez bien, l'ami... Je suis tout oui, je vous écoute, Madame Laurent. Nous avons Aouche qui dit « Moi, j'ai une Audi A4 2001 TDI qui est montée en pneus hiver. Je ne constate pas de différentiel de consommation avec les pneus été et je fais à peu près 1000 km avec un plein, quel que soit le montage. » Ça, c'est par rapport au sujet qu'on a parlé. Pneus Il juste doit rouler moins vite l'hiver. Moi, je pense. Ouais, parce que en toute logique, pourquoi est-ce qu'un pneu... hiver va consommer plus qu'un pneu été? Parce que vous avez vu, le principe du pneu hiver, c'est des petites lamelles qui vont accrocher dans la neige. Or, ces petites lamelles, on comprend bien que, vous avez vu, sur un pneu été, les pavés sont plus gros, sur un pneu hiver, c'est beaucoup plus fin. Donc ça va plus se déformer. Donc quand ça se déforme, ça génère de la chaleur. Et la chaleur, c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie qui est fournie par le moteur pour faire avancer la voiture. Donc, un pneu qui va se déformer plus et qui va chauffer un petit peu plus, va consommer plus. Donc, ça explique en partie la légère surconsommation des pneus hiver. Donc, si lui, il consomme autant l'hiver que l'été, c'est qu'il doit rouler un peu moins vite. Et puis, 1000 km, j'imagine qu'il a un diesel. Voilà. Oui, de toute autre façon, question avant d'accueillir Didier qui nous appelle au 0826 300 300. Comment nettoyer, nous dit-on, les plastiques qui collent sur certains modèles anciens, exemple Renault? Et la personne a marqué sur Facebook, au début, la question qui tue pour Jean-Luc. Ah, c'est terrible. C'est terrible parce que, mais attendez, vous savez quoi? Ça va le rassurer parce qu'il dit les plastiques qui collent sur le Renault. Alors, c'est quoi ces plastiques qui collent? Des plastiques en vieillissant, ils deviennent collants. Ils deviennent collants. Voilà. Certaines matières plastiques deviennent collantes. Ça poisse, quoi. Et alors, sur certaines Renault, c'est le cas, mais figurez-vous que sur les Ferrari des années 80, c'est le cas, enfin des années 90, les Ferrari des années 90, vous mettez le doigt parfois sur le lève-vitre et vous avez le doigt qui reste collé. Et donc, il n'y a pas de solution. Si, il y a des produits chimiques. Alors, on va faire... Tiens, ça, c'est une très bonne idée pour une émission bientôt. Il y a des produits qu'on applique sur ces plastiques qui vont les polymériser et qui vont éviter justement le côté collant. Donc, on peut récupérer, surtout, vous bazardez pas les pièces avec les plastiques collants en question, parce que je vais vous donner la solution, on va vous donner le nom des produits qu'il faudra mettre sur ça, pour arriver à les ramener à la vie. Allez, autre question, puisque c'est le moment juste après l'info de 13h, c'est Didier qui nous a appelé tout à l'heure au 0826 300 300. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour Jean-Luc Moreau. Voilà, je suis content de vous retrouver parce que je vous avais perdu. Et bonjour Didier, bonne année. Bonne année, oui. Et meilleurs vœux, oui. Voilà, en fait, vous parliez tout à l'heure des moteurs 1,2 litre TCE. Et moi, j'ai un Dacia Docker depuis 2015. D'accord. Et un jour, je vous avais entendu, Jean-Luc, parler à une émission de radio en disant que c'était des moteurs qui avaient des problèmes et qu'il suffisait de regarder au pot d'échappement pour voir qu'on consommait de l'huile. Oui. Et la première chose que j'ai fait après avoir entendu ça, c'est je suis allé regarder le pot d'échappement. D'accord, ouais. Et alors après, j'ai fait une recherche sur Internet. Et j'ai trouvé donc sur Que Choisir et sur aussi Auto Plus. Oui, il y a des dossiers qui avaient été très bien faits, qui expliquaient justement comment arriver à savoir si votre voiture était touchée par ces problèmes-là avant d'arriver à la casse. Parce qu'évidemment, quand le moteur lâche, on sait qu'on est touché. Mais il y a des signes avant-coureurs qui permettent de vous alerter. Donc vous avez regardé ça et
Alors moi, parce que je m'étais rendu compte quand même avant que je consommais de l'huile, alors que jamais sur aucun de mes véhicules je consommais beaucoup d'huile. Bah oui. Et sauf que moi, à chaque fois que je fais un grand trajet, je contrôle toujours mon véhicule. Donc un jour, j'ai vu que j'étais vraiment au minimum. Et puis j'ai entendu votre émission après, je vous avais entendu dire ça après, et donc j'ai fait une recherche, et j'ai vu que sur le magazine Que Choisir, parce que je suis abonné en plus, donc il disait que Renault pouvait prendre en compte le problème. Donc je suis allé dans mon garage Renault, avec l'article de Que Choisir, et donc il a récupéré ma voiture. C'est pour ça que je voudrais informer tout le monde que ça c'est possible à faire. Hein. Mais elle avait combien de kilomètres votre voiture? Parce que c'est peut-être ça aussi quand même le... Ouais. Non, à l'époque elle avait pas beaucoup de kilomètres, je devais avoir... Mais c'est ça, elle avait peu de kilomètres, elle avait moins de 5 ans, on est d'accord? Au moment où vous avez diagnostiqué le problème, elle avait moins de 5 ans. Oui, bien sûr, oui. Et donc je suis allé chez Renault avec ce truc-là. Ils ont gardé ma voiture, ils ont vidangé toute l'huile, ils ont remis un volume d'huile bien précis qu'ils ont mesuré. Oui. Ils m'ont demandé de faire 1000 km pile. Oui. Et de ramener la voiture. Ensuite, ils m'ont réglé le calculateur parce que c'était la pression d'admission. Ouais, c'est ça, c'est la pression d'admission, qui était trop forte et qui aspirait l'huile d'en bas. Et depuis, j'ai encore une consommation d'huile, mais elle est vraiment légère, quoi. Elle est vraiment faible. Et moi, je suis très content de ma voiture, en plus. Hein, donc ça veut dire que Renault a assuré, là? Oui, ça veut dire qu'à partir du moment... Et voilà, j'ai rien payé du tout, quoi. Donc, super. Jean-Luc, pour conclure, du coup pour conclure, dans ce cas-là, oui. Pourquoi? Parce que la voiture, elle avait moins de 5 ans, parce qu'elle avait peu de kilomètres. Donc là, Renault prend en charge. Malheureusement, les gens qui ne sont pas aussi précis, qui ne vont pas vérifier leur consommation d'huile, qui ne vont pas faire attention à leur moteur, ils vont dépasser les 50 000 kilomètres et ils vont dépasser les 5 ans également. Et là, ils vont tomber vraiment en panne. C'est-à-dire le moteur va casser, comme dans le cas de notre premier auditeur tout à l'heure. Et là, par contre, Renault dira, non mais attendez, les 5 ans sont passés. Donc, pas de garantie légale des vis cachées. Et en général, c'est pour ça que... Attendez, je vous arrête, Jean-Luc Moreau. Ma voiture n'était plus sous garantie. Non, mais je sais, mais la garantie commerciale. Moi, je parle de la garantie légale des vis cachées. La garantie commerciale, c'est 2 ans, typiquement, et c'est 5 ans les vis cachées. Mais par contre... donc elle avait moins de 5 ans. Et merci d'avoir témoigné, Didier. Merci d'être intervenu en composant le 0826 300 300. Mais ce que j'entends aussi, c'est que là, sur ce coup-là, Renault a joué le jeu. Oui, parce que le véhicule, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Voilà. Enfin, ils ont quand même joué le jeu. Oui, non, mais c'est bien. Ils ont fait une analyse précise de la consommation d'huile et puis ils ont rectifié le problème. Enfin, une partie, parce qu'il y a d'autres problèmes qui apparaissent sur ce moteur-là. Voilà, vous l'avez compris. Merci à Didier, merci à toutes les questions Facebook. Aussi bon week-end, Didier. Tous les samedis, vous nous posez vos questions sur 0826 300 300 au standard, sur le mail jeparticipe@sudradio.fr ou sur la page Facebook, surtout quand on est là avec l'émission, et on vous prend à 13h et on répond à toutes vos questions. Et puis on vous prend pendant toute l'émission, puisque ça va être très participatif pour 2022. Voilà, mais là c'est vraiment le moment. Mais là, vous savez ce qu'on va faire? On va rouler en 2 chevaux. Allez. Sud Radio, on parle auto. Parce que ça va vite, 30 minutes, hein, et c'est la François Alain. Oui, exactement. Une nouvelle chronique qu'on inaugure avec François Alain pour 2022. On va parler de voitures de collection et on va parler toutes les semaines de voitures de collection. Alors, c'est parce que vous aimez pas ça du tout, l'ami. Non, on n'aime pas ça. Puis François, il n'aime pas ça non plus. En plus, là, il est en train de s'amuser dans la neige, donc je le déteste. Bonjour, monsieur François, et bonne année. Ça va, les amis? Oui, bonjour François, bonne année, mon grand. Bonne année à tout le monde et bonne année à l'équipe, bonne année à tous les auditeurs. Il y a peut-être beaucoup de boucans, mais en fait, je suis en train de faire un truc totalement interdit par le code de la route. J'ai le volant dans la main gauche et le téléphone dans la main droite. Ah non. Ouais, mais vous êtes sur circuit. Voilà, je suis hors circulation. Je suis sur circuit, sur le circuit de Lens-en-Vercors, qui est un petit circuit formidable, avec une 2 chevaux extraordinaire, parce que les organisateurs, là, le 2 chevaux Club Méhari Cassis m'a confié une voiture exceptionnelle qui est la 2 chevaux Bip Bip 2, qui avait fait le Paris-Dakar, les amis, en 2007. Et cette voiture, elle est extraordinaire. C'est une 2 chevaux unique qui a 2 moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et donc c'est la 2 chevaux 4x4, la vraie 4x4 avec vraiment une transmission intégrale. Et on s'amuse comme des petits fous. C'est la 4e fois en fait qu'il y a cette... je vais m'arrêter pour vous parler. Voilà, je me mets sur le côté. Ah, je vous aime, c'est beaucoup mieux. Parce que c'est une course, c'est quoi? C'est une course d'endurance, hein, c'est ça, avec que des 2 chevaux. Absolument, c'est une course d'endurance avec que des 2 chevaux. Attendez, là il y a un petit peu de bruit, hop.
Voilà. oui, non, Allez, c'est pas klaxonnez, du bruit. laissez-les pas vous embêter, klaxonnez, Voilà. François. Offrez-nous le klaxon de la 2 chevaux sur Sud Alors, je Radio. sais pas s'il y en a un sur celui-là, je suis pas sûr. Il n'y a pas de klaxon sur celui-là. Oh, mais si c'est un truc qui a fait le Dakar, il doit y avoir un gros klaxon. Hein, parce que Tout ça pour vous dire qu'en tout cas, il y a 32 ou 35 voitures qui participent. C'est comme d'habitude, parce que c'est la 4e édition. C'est extrêmement sympa, parce que c'est vraiment ambiance décontracte, c'est ambiance bon enfant, enfin c'est vraiment très agréable. Les gens viennent de toute la France pour tourner sur ce circuit sur glace. Oh, c'est marrant. Et c'est vraiment un moment passionnant et très très sympa. Ouais, alors... C'est ouvert à tout le monde, c'est des prix très très raisonnables en plus quand on veut venir s'inscrire et jouer entre guillemets sur circuit sur glace. Et les organisateurs de cet événement, c'est donc leur 4e édition. Et vous avez que des 2 chevaux? Il n'y a que des 2 chevaux. Ils l'ont monté dans des conditions un peu rocambolesques. Tous les modèles de 2 chevaux? On est à Lens en Vercors, on a oublié de le dire. Lens en Vercors, absolument. Et donc c'est des moteurs 602 cm3 théoriquement. Bon, il y a quelques petites fantaisies, notamment celle dans vous en laquelle avez on est 2 déjà, vous. Voilà, moi j'ai 2. J'en ai 2 pour le prix d'une. Et merci Jean-Luc. Excusez-moi de vous couper les garçons là, de rentrer dans votre intimité puisque vous en avez 2. Juste moi j'avais une 2 chevaux, c'est là-dessus j'ai commencé à conduire quand j'étais petite. Enfin quand j'étais jeune et j'ai remarqué toujours qu'elle tenait très très bien la route sur la neige. Mais c'est dû à quoi? Parce que du coup on est sur la glace là. Parce qu'on a des pneus très étroits en fait sur. Les pneus sont très étroits. Et puis surtout, en fait, la voiture, elle pèse très peu de poids, donc elle est mobile, elle est vraiment facile sur la neige. Il suffit de dégonfler un peu les pneus pour avoir une bonne accroche. Alors là, je suis pas d'accord avec vous, François. Hein. C'est batteur. Là, je suis pas d'accord avec vous. Sur la neige, il faut un peu surgonfler même. Hein. Sur la neige, on surgonfle, mais dans le sable, on sous-gonfle. Oui, dans le sable. Non, mais c'est parce que je suis dans ma tête, je suis dans le Dakar, dans la Bitly. Donc voilà. Mais ceci dit, ce qui est très drôle, c'est que la voiture que j'ai là aujourd'hui, qui m'ont confié, c'est une voiture qui serait aujourd'hui parfaitement apte à faire le Dakar classique, par exemple, et qui effectivement ici, c'est la première fois qu'elle faisait un circuit sur glace, et on se retrouve dans un cas de figure extrêmement surprenant, c'est que du coup la voiture, elle fonctionne extrêmement bien, parce que comme elle a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, elle est hyper bien équilibrée, et on se retrouve effectivement avec un engin qui tient extrêmement bien la glace. Et qui à la limite ne glisse pas assez. C'est-à-dire que c'est pas spectaculaire quoi. Bah non, c'est-à-dire qu'à la limite c'est même presque trop bien. C'est-à-dire qu'avec une 2 chevaux normale, ce qui est génial, c'est qu'on glisse, on peut s'amuser à balancer la voiture et on s'amuse à glisser. Là, c'est presque compliqué d'arriver à glisser quoi. D'accord, mais c'est facile à conduire quand même. Bah moi Bon, c'est vrai que j'ai toujours adoré les Dodge, j'en ai toujours eu dans ma famille, moi j'en ai eu depuis des années, donc c'est une voiture que je connais bien et que j'adore, et c'est vrai que c'est génial pour ça, c'est que cette voiture-là, franchement, c'est hyper facile, et même ce proto, parce que là je suis vraiment dans un proto, ce proto, il est facile de prise en main, quoi. Et puis il y a un buzz génial, parce que tous les gens qui sont ici, on est vraiment dans une très bonne ambiance décontractée, et c'est vraiment le côté que j'aime bien de l'automobile populaire, où là, tous les gens viennent, ils sont là, ils en profitent, il y a tous les skieurs qui ne savaient d'ailleurs forcément pas qu'il y avait cette manifestation aujourd'hui, qui viennent, qui s'arrêtent, qui regardent, et on a le droit aux réflexions habituelles qui sont très logiques avec la 2 chevaux. Ah, mon grand-oncle avait la même, je me souviens, j'avais une cousine. Et c'est ça le côté populaire et vraiment sympa d'une Dodoche. C'est aujourd'hui et demain, on est d'accord, sur le circuit de Lens en Vercors. Non, c'est aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui. C'était les essais hier, et là aujourd'hui c'est voilà. On a tout dit, l'ami François Alain. Et puis on va vous retrouver vendredi 14 janvier prochain, parce qu'il y a un spécial James Bond avec Vintage Mécanique et l'ami François Alain. On peut en parler quand même un petit peu rapidement. Sur l'autre chaîne qui permet d'avoir des documentaires découvertes. Ça s'appelle Vintage Mécanique, c'est son émission. On va voir si François Alain il s'est démarré sa voiture. Attends, vas-y. Eh ben il n'est pas prêt d'arriver là. Et il va pas la gagner. Mais c'est de l'endurance. Mais j'adore le bruit de la Dodoche. Allez, c'était cadeau de la maison. À suivre. Voilà. On vous embrasse. Bon, à bientôt François. Et puis bon courage pour la suite. La suite de l'émission avant 13h30, c'est quelle auto choisir? On a gardé ce rendez-vous. Vous avez envie des conseils de l'ami Jean-Luc pour choisir une prochaine voiture 0826 300 300. Eh bien, on va vous offrir un nouveau rendez-vous. Les news de la semaine, parce qu'il s'est passé des choses aussi cette semaine. On fera un petit journal. Ce qu'il faut retenir, voilà un truc très vite. Ce qu'il faut retenir de la semaine dans l'actualité automobile. C'est à suivre. Et tout de suite, pour vous aider à choisir votre véhicule, on accueille Pierre qui nous rejoint au 0826 300 300. Salut Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bonne année. Meilleurs vœux. Ouais, on vous embrasse et on vous écoute. Vous avez besoin de quelle voiture? Vous avez besoin de quel conseil?
Alors, j'ai besoin d'une petite voiture familiale. D'accord. Voilà. C'est quoi une petite voiture familiale? Parce que il y en a plein. Hein. Non mais familiale, c'est pas petit. Ça dépend. Vous avez des formats compacts. Ouais, voilà. Il a tout compris. Ouais. Bon, avec quoi comme budget? 9 000 €. D'accord, 9 000 €. Vous avez vu des choses déjà? Oui. 2008, je dirais, les premières versions. Ah oui, c'est vrai. Fiat 500L. Alors, excusez-moi Pierre de vous embêter, mais vous êtes avec un téléphone qui fait beaucoup de bruit. Donc, soit il faut plus toucher votre kit main libre, parce que ça fait un bruit d'enfer. Ah, c'est bon. Et vous pouvez même carrément enlever votre kit main libre, ce sera carrément mieux. Ah ben voilà, oui. Vous avez une belle voix, Pierre. Merci. Donc alors, au quotidien. Fiat 500L. Bon alors on va tout de suite régler le cas de la Fiat 500L. C'est un peu, vous savez, c'est le mannequin italien qui aurait franchement un peu abusé des pâtes et de la pizza. Pourquoi vous parlez de moi comme ça, vous? C'est vrai que l'embonpoint lui a fait perdre du sex appeal. Bon, c'est une voiture qui à l'intérieur, ouais, non, ça je suis d'accord. À l'intérieur, c'est une habitabilité vraiment record pour la catégorie. Il y a un très grand coffre. Vous pouvez même mettre une machine à café, donc on a l'impression d'être chez soi. Par contre, tout le reste, elle n'est pas confortable. La finition est médiocre. L'agrément de conduite, il est nul. L'insonorisation, elle n'est pas bonne. Vous avez des problèmes de train roulant. Et puis, surtout, les moteurs sont assez gloutons. Donc, la 500L, on l'oublie. Après, Peugeot 2008... c'est tout l'inverse de la 500L en fait. Hein. C'est une voiture qui est plaisante à conduire, elle est confortable, présentation intérieure sympa. En revanche, ce qui pêche, c'est plutôt la fiabilité des moteurs, parce que alors à éviter d'urgence, parce que consommateur est avec des soucis, le 1,6 litre VTI 120 chevaux, donc ça vous laissez de côté. Il y a deux choix possibles. Notez-les tout de suite, le 1,2 litre PureTech 130 ou le 1,6 litre IHDI 115, ça c'est le diesel. Vous voulez un diesel ou essence d'ailleurs, tiens? Plus essence. Plus essence. Alors ça va être dur à trouver, hein, parce que vous savez, avec le budget que vous aurez un modèle de 2014, 2015, 2016 pour les plus récents, et on était à l'époque dans la folie diesel, donc il y a principalement des diesels à vendre dans ces catégories-là. Bon. Il y en a très peu. Ouais, vous n'avez pas beaucoup de kilomètres à faire avec, c'est ça? Non, je fais à peine 10 km par jour. Ah oui, bon d'accord. Oui. Bon alors vous avez aussi, alors la Renault Clio 4 Estate, alors plus fiable au niveau de la mécanique, mais si vous prenez, alors surtout pas le 1,2 litre TCE dont on vient de parler abondamment dans l'émission, parce que c'est une bête à chagrin, mais vous avez le 900 cm3 3 cylindres, bon, qui est un peu mou du genou, c'est-à-dire que quand vous roulerez chargé, il faudra vous y prendre un peu en avance pour doubler, voilà. Mais par contre, avec un coffre géant, hein, vous avez 443 litres de coffre, voilà, avec un style sympa, un comportement exemplaire. C'est un peu moins confortable que le 2008. Voilà, ça serait le souci. Après, sinon, si vraiment vous avez beaucoup de choses à transporter, un truc qui est une soute de cargo, mais là, à trouver en essence, vous allez en avoir 2 ou 3 sur le bon coin, c'est tout. C'est la Skoda Fabia 3 Break. Voilà. Alors, 530 litres de coffre, c'est juste géant. Et le moteur 1,2 litre TSI 110 chevaux, il est fiable. Le 1 litre de TSI, parce que j'avais vu 1 litre 0. Non, alors prenez 1 litre 2, parce que pareil, quand vous allez être chargé, il faut un petit peu de répondant. Il y en a, dans votre budget, ça doit passer. Par contre, il va falloir chercher. Hein. Vous n'allez pas en trouver tout de suite. Sinon, complètement autre chose, ça va être un peu plus gros en taille. 4,40 m de long, mais un Dacia Duster. J'étais dessus. Voilà, un Dacia Duster. J'étais en train de chercher ça. Un Dacia Duster, c'est vraiment pas mal. Par contre, si vous voulez en essence, là, ça le fera pas, parce que vous avez le 1,2 litre TCE avec le budget que vous avez. Donc on là, est branché. Voilà, donc ça sera pas possible. Donc 9 000 €, soit le Dacia Duster, soit le Peugeot 2008 avec un moteur essence si vous trouvez. Voilà. Et sinon, il y a un C3 Picasso, mais le C3 Picasso, alors. Il a un grand coffre, il est confortable, mais c'est une voiture qui était lourde. Pour une petite voiture, elle fait 1300 kg. Ça veut dire que les moteurs tirent un petit peu la langue, donc ça se ressent au niveau des consommations. Donc j'ai trouvé une C3 Picasso 1,4 litre de tête VTI. Ouais, alors non, pas 1,4 litre. Non, alors vous oubliez le 1,4 litre VTI. Pas bien. Vous oubliez. Non, on restera. Alors soit 2008 avec le PureTech, ou une Clio avec le 900 cm3, ou une Skoda Fabia. Pour le grand coffre. Voilà Pierre, vous avez le choix du roi. On vous embrasse. Moi de même. Et vous nous dites ce que vous avez acheté au final, d'accord? J'enverrai un petit mail sur jeparticipe@sudradio.fr et vous mettez évidemment dans le corps du message On parle auto. On vous embrasse. Bon Merci beaucoup. Dernier rendez-vous de notre nouvelle émission qui dure jusqu'à 13h30. Les brèves de la semaine, c'est parti. Sud Radio, on parle auto.
Il s'en est passé des choses. Ah bah oui, alors déjà, on a eu les chiffres définitifs de la catastrophe 2021 au niveau des ventes de voitures, 1 659 004 immatriculations. C'est juste moins 25% par rapport à 2019. Catastrophe. Les moteurs 100% thermiques ont vu leur part de marché diminuer pour représenter désormais 61,3%. Le diesel n'est plus qu'à 21,1%. On est passé donc dans les grandes années 74% à 21,1%. L'essence est à 40,2%. Les hybrides rechargeables ont beaucoup progressé. Les hybrides non rechargeables sont pratiquement à équivalence du diesel aujourd'hui. C'est 17,3% de part de marché. Quant au modèle 100% électrique, eh bien, il frôle les 10% de part de marché. On est à plus 46,2% l'année dernière avec 162 106 immatriculations. Donc on vit vraiment une révolution. Ça, c'est pour les voitures neuves, mais le marché d'occasion ? Le marché de l'occasion, 16 435 transactions de véhicules d'occasion en France. C'est une hausse de 8%. Alors pourquoi ? Parce qu'avec la crise des semi-conducteurs, on ne peut pas avoir de voitures neuves. Donc les gens se sont reportés sur des diesels, donc le marché de l'occasion. Ou des thermiques essence d'occasion. Voilà, ils seront plébiscités aussi, je pense, en 2022. Alors, en 2022, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, vous savez, qui arrivent toujours. Vous savez que le malus a augmenté à partir du 1er janvier. Maintenant, c'est les véhicules neufs qui émettent plus de 128 grammes par kilomètre de CO2 qui prendront un malus. Parallèlement, le plafond du malus a été augmenté à 40 000 euros. Alors 40 000 euros, mais 40 000 euros, il faut préciser que c'est limité quand même à 50% du prix du véhicule. Ça veut dire que si vous avez acheté un véhicule qui vaut 40 000 euros, vous ne pouvez pas avoir 40 000 euros de malus. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Enfin, si vous achetez une voiture à 100 000, que vous la payez 140 000, ça fait quand même très mal, quoi. On est d'accord. Bon, autre nouveauté, entre guillemets, le fameux malus au poids. Ouais. Alors, il y a des choses à dire sur ce malus au poids. Vous savez qu'au-delà d'une tonne 8, sauf pour les véhicules hybrides rechargeables et électriques, on payera un malus qui sera de 10 € par kilogramme supplémentaire au-delà d'une tonne 8. Il y a un truc quand même surprenant que personne n'a remarqué, c'est qu'il n'y a aucun véhicule français qui est touché par ce malus. Donc, on peut considérer que c'est une mesure de protectionnisme. Et ça, il n'est pas exclu que les constructeurs allemands, chez qui ça passe très mal, ce malus au poids, fassent une action auprès de la Commission européenne et que la France se retrouve avec le bonnet d'âne. Voilà, on verra ça. Et alors, évidemment, l'actualité, c'est à Las Vegas. Las Vegas avec, Stellantis qui a signé avec Amazon. Voilà. Ils ont noué un partenariat pour le développement de logiciels pour l'habitacle. Donc bientôt, on pourra parler à la reconnaissance vocale de Amazon qui marche très bien. Alexa. Dans sa Peugeot, dans sa Citroën, exactement, à Alexa dans sa voiture. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et Alexa vient de se déclencher juste là. C'est incroyable. La semaine prochaine, mon loulou, on reçoit Marc Edrich, le président de Kia France. Et vous savez que dans ce marché automobile dont on vient de faire le point, qui est complètement, alors on va dire, ruiné, désolé, détruit, enfin tout ce qu'on veut, et bien Kia fait figure d'ovni puisqu'ils ont une progression. L'année dernière était leur meilleure année. Donc on voudra savoir avec Marc Edrich comment ils font, et puis on parlera des nouveaux modèles parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent chez Kia. Donc si vous avez des questions, eh bien vous savez où les poser. Nous joindre 0826 300 300 pour nous rejoindre en direct par le standard. Je participe @sudradio.fr, ça c'est un mail avec, vous mettez dans le corps On parle auto, et sur la page Facebook où vous êtes très nombreux à nous suivre également aujourd'hui. On vous remercie, on vous fait des gros bisous à tous. Alors dites-nous si vous aimez la nouvelle formule, tiens. Oui, dites-nous, mais je suis sûr que vous aimez. Vous adorez. Allez, bon, et demain matin, si quand même, juste, demain matin, il n'y a pas la traversée de Paris en ancienne, elle se fait Par passer contre, annulée. Le repas, lui, est gardé, donc vous pouvez quand même aller déjeuner là-bas. À la samedi prochain. Bon week-end tout le monde. Merci mon Bastien d'avoir réalisé l'émission.